À l'époque, quand il me disait maman, on veut une petite sœur, je dis désolé, mais vous avez déjà une chocolaterie. Mes cousins et moi, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on creusait des trous à même le sol et on utilisait le cacao comme un jeu de billes en fait. J'ai mangé du chocolat de mes 10 ans à mes 18 ans sans jamais faire le lien avec le cacao. Je pense que si c'était à refaire, je referais toujours la même chose. Je ne sais pas où Sigoji va m'amener, mais jusqu'à présent, je me dis oui, j'ai raison. Je garde toujours dans le coin de ma tête le poème de Nelson Mandela qui dit toujours que je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Moi, c'est Fiorine. Et moi, c'est Morgane. Vous écoutez Lueur Fauve. Ici, on vous emmène chacune à notre tour à la rencontre d'êtres libres. Des âmes qui inspirent, bousculent, éveillent. Vous entendrez des personnes qui ont choisi d'écouter leur feu intérieur, des voix qui réveillent les lumières qui sommeillent en nous. Bienvenue dans Lueur Fauve, le podcast des âmes indomptables. Aujourd'hui, c'est moi, Fiorine, qui t'emmène dans cet échange. Bonjour Euphrasie. Bonjour Fiorine. Alors aujourd'hui dans ce podcast on reçoit Euphrasie Mbamba. Alors Euphrasie, tu es chocolatière, en tout cas c'est pour ça qu'on te connaît le plus. Est-ce que peut-être pour commencer ce podcast tu peux me dire comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens bien, même si il fait pluvieux à l'extérieur, mais je me sens bien. Tu te sens bien à l'intérieur ? Oui. Alors, Euphrasie, on l'a dit, donc tu es chocolatière. Aujourd'hui, tu as donc créé ta propre marque Sigoji, chocolat de luxe, on dit. Et tu as plusieurs implantations, notamment à Ciney, à Rochefort et à Uccle, c'est ça ? Ciney, Rochefort, Uccle et Namur. Ah, j'oubliais Namur. C'est un plus récent peut-être ? Namur est le dernier, oui. C'est le dernier, oui. Ok. Alors on va bien sûr dans ce podcast revenir sur toute ton histoire, le développement de Sigoji. Mais peut-être la première question que je voudrais te poser, c'est si aujourd'hui on retire Sigoji d'Euphrasie. Euphrasie, c'est qui ? Est-ce que tu peux un peu peut-être te présenter ? Alors, si on retire Sigoji d'Euphrasie, ça va être un peu compliqué parce que je pense que Sigoji fait partie de moi. Mais si je dois me présenter sans Sigoji, je pense que je suis une femme belgo-camerounaise, une maman de 2 enfants, qui a fait des études de traduction et qui est finalement tombée dans la chocolaterie. Pas par pur hasard, mais je pense que la question viendra plus tard. Oui. Mais donc voilà, je pense que je suis une femme accomplie, une maman accomplie aussi. Ouais. Une femme qui ne regrette pas ses décisions. Alors justement, des décisions, voilà, tu as dû en faire plusieurs dans ta vie qui t'ont amené aujourd'hui à qui tu es aujourd'hui. On va remonter le temps et retourner avec la petite Euphrasie, qui est donc née au Cameroun. Oui. Tu as grandi sur une plantation de cacao. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer cette période, les souvenirs que tu en as ? Je me définis toujours comme la petite fille et le cacao. En fait, le cacao, pour moi, c'était un jouet. C'était mon compagnon. J'ai vu mon grand-père cultiver le cacao, mais je ne l'ai pas vu en vivre. Et moi, quand j'étais petite, le souvenir que j'avais, c'était que mon grand-père étalait le cacao à même le sol, sur des nattes de raffia. Et moi, en tant que petite fille, je devais justement aider mon grand-père à ce que ce cacao sèche librement sans que les animaux qui se promènent librement en Afrique viennent le manger. Donc c'est vraiment cette approche et surtout cette relation que j'avais avec le cacao. C'était vraiment un jouet que j'utilisais parce que comme on n'avait pas beaucoup de jouets, mes cousins et moi, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on creusait des trous à même le sol et on utilisait le cacao comme un jeu de billes en fait. D'accord. Oui, peut-être ça, on peut. Comment est-ce que ça se présentait les fèves de cacao Alors, les fèves de cacao, ce sont vraiment, je ne sais pas à quoi comparer ça, mais les fèves de cacao, elles sont brunes quand elles sont en train de sécher. Et ce sont des fèves comme on peut trouver des fèves de haricots, par exemple, tout simplement. Et étant donné que lorsqu'elles sont sèches, elles sont un peu dures, donc on peut vraiment les utiliser comme un jeu de billes, comme on le faisait avec mes cousins. C'était une grande exploitation que ton grand-père avait ? Jusqu'à présent, je ne sais même pas combien d'hectares mon grand-père avait, parce qu'on en a encore que je n'ai même pas exploité. Mais je pense qu'avec mon
l'œil d'enfant, je me dis qu'il exploitait plus ou moins 10 hectares à l'époque, mais il en avait plus, il y en a toujours plus. Quand tu dis que tu jouais avec les fèves de cacao, tu n'avais pas conscience à l'époque de ce que c'était et de ce pourquoi ils les cultivaient? Non, pas du tout, je n'en avais pas du tout conscience. Pour moi, le cacao était une... Je ne savais même pas que c'était une matière première. En tout cas, pour moi, c'était un jouet. Et je n'avais pas conscience de ce que le cacao devenait. D'ailleurs, on avait toujours cette relation avec mon grand-père chaque fois parce que non seulement il était cacaoculteur, c'est-à-dire qu'il vendait le cacao qu'il avait cultivé, mais ensuite il achetait de la viande qu'il séchait et qu'il revendait. Donc chaque fois qu'il allait vendre le cacao dans des sacs de jute, moi je lui posais la question de savoir qu'est-ce qu'il avait fait du cacao. Il me disait mais je l'ai vendu pour avoir de la viande. Et moi je lui répondais non, j'aime pas la viande parce que je préférais avoir justement ce cacao-là pour jouer avec. Ouais. Donc pour moi c'était quelque chose qui était là, dont on prenait soin, mais qui partait quelque part qu'on ne connaissait pas. Et puis ensuite, c'était remplacé par de la viande. Et moi, j'avais vraiment ce petit truc qui me disait, j'ai mon compagnon qui est parti, mais je ne sais pas où il est. Oui, il y a quelque chose qui est parti. Lui, ton grand-père, il savait où partait ce... Je ne pense pas parce que mon grand-père vendait le cacao vraiment aux coopératives. Et c'est à partir des coopératives, des GIC comme on les appelle. C'est à partir des coopératives que les exportateurs venaient chercher le cacao, justement. Les sociétés exportatrices, justement, venaient chercher le cacao pour l'exporter. Pendant ton enfance, tu avais déjà goûté du chocolat ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que c'est une matière. Aujourd'hui, je pense que mais pas les enfants du village, je pense que les enfants de la ville mangent effectivement le chocolat maintenant. Mais moi, quand j'étais petite, non, habitant avec mes grands-parents, c'était une matière finie qui n'était pas abordable et donc on préférait d'abord avoir vraiment les produits de grande nécessité que d'acheter du chocolat. Alors ça, c'est ton enfance, donc sur l'exploitation de ton grand-père. À tes 10 ans, c'est ça, tu es arrivé en Exactement, oui. Belgique. Oui. Pour quelle raison? Parce que ma maman était installée en Belgique, c'est pour ça que moi je vivais avec mes grands-parents, étant donné qu'elle est arrivée en Belgique justement parce qu'elle était gouvernante d'un couple belgo-anglais. Et en partant, elle ne pouvait pas amener sa fille, étant donné qu'il fallait qu'elle s'occupe des enfants de ce couple-là. Donc, une fois que les enfants ont grandi, qu'ils ont commencé à travailler, elle était libre de faire venir sa fille. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée en Belgique. À ce moment-là, tu as un petit peu fait une croix sur tout ça, sur tout ce que tu avais vécu pendant ton enfance pour commencer ta vie ici en Belgique. Oui, effectivement. Donc, j'ai fait une croix. Et puis, quand on rejoint sa maman, on ne sait pas faire une croix. Ouais. C'est plus, je dirais que pour moi, c'était des retrouvailles. Je n'avais pas vu ma mère pendant des années, même si parfois elle venait en vacances. On ne vivait pas ensemble. Donc, pour moi, c'était, voilà, je retrouvais ma mère, c'était la joie. Même si derrière, je laissais autre chose, mais je n'avais pas cette conscience-là jusqu'à ce que je découvre le vrai cacao, enfin je découvre l'histoire du cacao et la perte de mon grand-père. Donc avant ça, je ne peux pas dire que j'avais fait une croix, je me disais de toute façon je vais retourner au village, voilà, j'aurai toujours ces mêmes relations. Tu as donc fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec ce dans quoi tu travailles aujourd'hui. Ah oui, j'ai fait d'autres études et ce n'est pas un hasard si je suis dans le chocolat, mais j'ai fait des études de traduction, c'est-à-dire que j'ai terminé mon secondaire à l'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert. Et ensuite de ça, à 18 ans, je me suis orientée vers des études de traduction. Tu as travaillé un peu en tant que traductrice? Oui, j'ai travaillé pour la Commission européenne pendant quelques années. Surtout, j'ai travaillé pour l'OCDE, qui était le Centre pour le développement des entreprises, qui était un organisme créé tant par la Commission européenne que les ACP. Donc, les ACP, c'est une organisation Afrique-Caraïbes-Pacifique. Et donc, au sein de cette organisation-là, dont j'étais toujours, et c'est pour ça que je n'ai pas peut-être perdu, je pense, ce lien avec le cacao, parce que je m'occupais des dossiers. En fait, le CDE avec pour objectif d'aider les PME d'Afrique, Caraïbes, Pacifique à se développer avec les subsides qu'ils recevaient de la Commission européenne. Oui, donc tu as toujours gardé un petit fil quand même avec... Oui, c'était peut-être pas uniquement avec le cacao, mais c'était quand même toujours avec l'agriculture. C'était le cacao, c'était le coton, c'était les cacahuètes, c'était pas mal de domaines, mais j'ai quand même gardé ce fil-là avec tout ce qui est agroalimentaire. Alors, entre ton travail à l'époque et Sigogie aujourd'hui, il y a eu inévitablement un moment donné où il y a eu un déclic
Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as renoué au final avec le cacao? J'ai renoué avec le cacao en m'installant ici, en région wallonne, parce qu'après avoir fait des trajets pendant longtemps pour revenir, pour retourner à Bruxelles et travailler, il faut savoir que souvent je prenais le train à Ciné Oui. et souvent ce train était supprimé, c'était le train de 7h01. Hmm. Du coup, ça me faisait quand même des trajets. J'arrivais parfois en retard, mais je rentrais quand même tard. C'était quand même des conditions un peu improbables en tant que jeune fille et jeune femme surtout. Je me suis dit qu'il était temps pour mon équilibre familial de changer. Tu avais déjà des enfants? Je n'avais pas encore d'enfant. Donc, juste pour l'équilibre familial avec mon mari et moi, de changer, de trouver autre chose. Donc, je me suis dit, je vais peut-être arrêter, mais je n'ai pas arrêté tout de suite. Il a fallu que j'ai mon premier fils pour pouvoir me dire, OK, là, je vais arrêter et trouver un autre emploi. Mais Ouais. je ne suis pas arrivée au cacao tout de suite, puisque j'ai trouvé un emploi en tant que professeur de langue à Sainte-Bêche et j'y ai travaillé pendant 3 ans avant vraiment de faire du chocolat. Comment est-ce que le chocolat t'a rattrapé? En fait, tout vient du fait que je sois retournée au Cameroun avec mon époux et je lui ai montré les plantations. Et surtout, je lui ai parlé de cette passion que j'avais au départ, ou cette envie, quand je découvre vraiment le cacao, le lien entre le cacao et le chocolat pour la première fois à 18 ans, en regardant une émission à la télé, et que je raconte, je vois que mon grand-père avait plein de plantations, mais qui n'en vivaient pas et que ces plantations sont toujours là. Et je dis à ma mère à l'époque, mais c'est chouette. Si le cacao est utilisé pour faire du chocolat, pourquoi moi je ne ferais pas ces études-là justement pour utiliser notre propre cacao et faire du chocolat? C'est à cette époque-là que ma mère, je pense qu'elle avait raison à ce moment-là, et en tant que un primo, dont je veux dire, arrivé ici en Belgique, elle est vraiment arrivée en Belgique, elle n'a pas fait vraiment ses études en Belgique, elle a fait ses études au Cameroun. Donc pour elle, elle ne me voyait pas réussir dans ce métier. Donc elle m'a conseillé un métier où il y avait quand même la possibilité de réussir, dont je dirais qu'elle avait peut-être raison. Donc elle m'a dit de ne pas choisir cette voie, tout simplement. Et j'ai écouté ce qu'elle avait dit. C'est pour ça que je suis devenue traductrice. Donc, je raconte cette histoire à mon mari quand on arrive au Cameroun et que je lui montre les plantations. Il me dit, étonnamment, vous avez une telle richesse et vous n'en faites rien. Et je lui dis justement, je voulais en faire quelque chose, sauf que je n'ai pas eu cette opportunité-là. Et comme je pense que j'étais prof de langue, mais je n'avais quand même pas ni la psychologie, je dis toujours, ni la pédagogie en tant que prof de langue. J'aime bien enseigner. Je pense que enseigner aux adultes, ça ne me dérange pas, mais enseigner aux jeunes, ce n'était pas Il vraiment... faut avoir la fibre. Il faut avoir la fibre. Donc, je n'avais pas cette fibre-là, je l'avoue. Donc, je me suis dit c'était l'occasion de retourner à l'école, d'apprendre à faire du chocolat et de saisir l'opportunité, puisque j'avais quand même quelque part cette sécurité financière en me disant je trouverai quand même un autre emploi si jamais je rate. Toi qui n'avais jamais goûté de chocolat avant tes 10 ans, je suppose que quand tu es arrivée en Belgique, tu as goûté et tu as adhéré au produit? Ah oui, la première fois que j'ai goûté du chocolat, c'était effectivement ici en Belgique et j'ai aimé. Une fois que j'ai ouvert ce petit bonbon, je ne citerai pas lequel, que j'ai ouvert, juste en ouvrant le sachet que je l'ai mis en bouche, je l'ai savouré, ne sachant pas que c'était vraiment du cacao. Je n'ai pas fait le lien. J'ai mangé du chocolat de mes 10 ans à mes 18 ans sans jamais faire le lien avec le cacao. Quand tu as fait le lien et que tu as voulu te lancer, comment ça s'est passé les débuts de Sigoji? Directement, tu as fonctionné avec la plantation de ton grand-père? Alors, quand j'ai fait le lien et que j'ai voulu me lancer, d'abord, j'ai commencé par faire des cours de chocolaterie, effectivement, des cours qui ne m'ont pas satisfait, puisque moi, j'y allais pour apprendre à travailler la matière première. Et je me suis rendu compte qu'au cours de chocolaterie, on n'apprenait pas à travailler la matière première, mais on apprenait plutôt à faire des pralines à partir d'une matière qui est déjà finie, ce qui m'a un peu déçue. Donc, j'ai dû trouver plutôt d'autres alternatives en contactant d'autres chocolatiers il y avait déjà cette mouvance du bean to bar qui commençait vraiment à exister, peut-être pas en Belgique, mais en France et dans d'autres pays. Donc, du coup, j'ai contacté certains chocolatiers qui m'ont aidé à ce sujet.
Et quand je me suis lancée, oui, mon but, effectivement, c'était de commencer avec les plantations. Ça a été compliqué au départ, puisque j'ai dû commencer, justement, on commençait par un sac par avion, pas 2 sacs par avion. C'était un peu compliqué. C'est mon mari qui allait chercher les sacs à Oui. l'aéroport. Mais c'est ce qu'on voulait. Mhm. Ça a commencé petit, dans un petit atelier à Chaltin. Oui, dans un petit atelier à Chaltin, on essayait vraiment, comme on ne maîtrisait pas encore tout, on combinait quand même les deux. Moi, je travaillais dans la journée, c'est-à-dire comme j'étais toute seule à faire du chocolat et il y avait des choses que je ne savais pas faire toute seule, donc je le faisais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et j'ouvrais le magasin vendredi, samedi, dimanche. Et mon mari, quand il revenait le soir, les choses que je ne savais pas faire toute seule, il m'aidait à le faire. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Donc directement, vous avez eu un magasin, votre petit magasin pour vendre votre production. Oui, on avait vraiment, dans notre atelier, on a fait un petit magasin. Donc, on ouvrait ce magasin-là le vendredi, samedi et le dimanche matin. Mhm. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'avais ce privilège-là d'avoir une amie qui a été une de mes premières revendeuses et qui l'est toujours aujourd'hui. C'était Esprit de Campagne qui m'a dit, quand je faisais mes tests de chocolaterie et tout ça et que je faisais des cours, j'offrais quand même des pralines par-ci par-là à mon entourage. Et il m'a dit, si jamais tu te lances dedans, je pourrais les revendre, tout simplement. Tu parles beaucoup de ton mari depuis le début de ce projet. Lui aussi, il s'est formé à tout ça ou bien lui, il est plutôt en soutien à l'arrière, dans l'ombre un peu? Au début, il était en soutien dans l'ombre, c'est-à-dire quand il m'a rejoint en 2016 complètement, mais même quand au début, il était vraiment dans l'ombre. Et il s'est formé sur le tas parce qu'il était obligé de me suivre, il était obligé de m'aider, il n'avait pas le choix. Donc, il a travaillé dans l'ombre pendant un certain temps, mais maintenant, voilà, il en sait autant que moi. C'était quoi la philosophie peut-être de Sigoji au début? Est-ce que tu avais une ligne directrice ou bien initialement c'était voilà, transformer les fèves de ton grand-père? J'ai toujours eu une vision et je pense que c'est cette vision qui fait en sorte que l'entreprise existe toujours aujourd'hui. C'était une vision d'authenticité. Je dis toujours qu'avec moi, la boucle est bouclée. Je ne me vois pas travailler autrement que travailler un cacao qui vient de chez moi. Je sais, j'ai pas mal de demandes. J'essaie même de travailler un autre cacao, mais je me mentirais à moi-même si je ne le ferais pas. Et je trahirais mes propres cousins si je ne le faisais pas. Donc, c'est cette authenticité-là de travailler vraiment le cacao de toutes les manières qui puissent exister. Le cacao du Cameroun, c'est la ligne directrice que je m'étais tracée de toute façon. C'est le cacao du Cameroun, le cacao de la plantation de ton grand-père. À quoi est-ce que aujourd'hui tu... Le cacao du Cameroun, parce que je ne travaille pas uniquement, d'ailleurs maintenant, je pense que le cacao de la plantation est de moins en moins, mais on travaille beaucoup avec des coopératives Ouais. que nous avons mis en place, et je ne suis pas toute seule dedans, évidemment, mais on travaille beaucoup avec les coopératives, et ces coopératives ont été aussi soutenues par le gouvernement camerounais, et donc je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des coopératives. Et on a une coopérative par exemple, j'ai au total 700 cacaoculteurs. Et je mentirais si je dis que j'utilise le cacao de ces 700 cacaoculteurs, c'est faux. Je n'en utilise qu'une partie et une grosse partie est revendue à pas mal de chocolatiers ici en Belgique et à pas mal de gros transformateurs. Ces coopératives-là, elles n'existaient pas quand toi tu vivais au Non, Cameroun? elles n'existaient pas. C'est du fait d'avoir commencé justement à travailler le cacao camerounais, en avoir parlé et en avoir rencontré certains dirigeants, le CICC, dont c'est le Conseil interprofessionnel cacao-café du Cameroun, avoir rencontré le président, le fait qu'il y ait certains chocolatiers qui se sont dit, voilà, si on parle du cacao camerounais, je ne veux pas être en reste aussi, je vais l'utiliser. Et le fait qu'il y ait eu vraiment ces petites choses qui se sont mises en place ont fait en sorte que dont le président et les cacaoculteurs du Cameroun en ont pris conscience, dont le Cameroun a mis quand même un budget en place pour créer ce qu'on appelle des centres d'excellence et qui concernent des coopératives. Donc, dans chaque région, on a créé des centres d'excellence avec certaines coopératives pour pouvoir rehausser aussi le cacao camerounais au niveau où il est actuellement, c'est-à-dire des grades A. Ça a permis peut-être aussi aux producteurs comme ton grand-père de se rendre compte de la finalité de ce qu'il produisait. Ah oui, tout à fait, parce que derrière ces centres d'excellence, il a fallu mettre en place non seulement un cahier de charges que les cacaoculteurs devaient suivre,
mais aussi de goûter aussi à la matière première. Tout simplement parce que moi, quand je retournais souvent, et c'est ce que je fais toujours quand je retourne, je ramène du chocolat, ils mangent parce que je pense qu'il faut que, dans les deux cas, ça doit exister. Hein. Il faut que le cacaoculteur se rende compte de ce que sa culture devient, en tout cas de ce que son produit devient, le produit fini en tout cas, et que l'inverse se fasse aussi. Donc, parce que s'il se rend compte, il va mettre tout en place pour bien travailler. Il va respecter le cahier des charges. Et du coup, il va recevoir une rémunération équitable. Et de l'autre côté, si on sait qu'on reçoit une très bonne matière première, on va essayer de mieux la sublimer et de mieux rendre quelque chose d'exceptionnel à nos clients. C'est vraiment une relation de confiance qui se crée avec les exploitations sur place. Oui, c'est une relation de confiance, mais c'est aussi une relation qui a aussi un objectif, c'est aussi de faire en sorte que le cacaoculteur, même si aujourd'hui j'avoue que le prix du cacao fait en sorte que le cacaoculteur gagne bien sa vie maintenant. C'est, je veux dire, dès les débuts un petit peu de Sigogie, la marque a été estampillée comme chocolat de luxe. Pourquoi? C'était un souhait à la base? Non, j'avoue que non, ce n'était pas un souhait, c'était un souhait des graphistes en fait. En travaillant avec le graphiste et en racontant l'histoire, il s'est dit que peut-être en parlant de chocolat... En fait, je dis toujours que le luxe, ce n'est pas dans le fait qu'on a un produit de luxe, peut-être pas abordable, il faut le voir différemment. Le luxe, c'est de se dire, je travaille ma propre matière première. Ça, c'est comme ça que j'ai raconté l'histoire au graphiste et il s'est dit, oui, pourquoi ne pas mettre le chocolat de luxe? Mais depuis ce temps-là, on a quand même changé un peu notre image plutôt, de marque, dont c'est plutôt, dans Sigogie, c'est le choc des cultures. C'est ce qui nous représente le mieux. C'est-à-dire que c'est vraiment cette culture belge et cette culture camerounaise qui se retrouvent et qui fait en sorte que nous proposons les pralines ou le chocolat qu'on propose maintenant. En fait, c'est mon histoire, c'est l'histoire de mes enfants, c'est l'histoire de mon mari et c'est l'histoire de toute une équipe. Parce que tant l'équipe ici que l'équipe de l'autre côté, en fait, c'est ce qu'on veut raconter à travers nos pralines, en fait. Alors justement, les pralines, c'est toi qui... je veux dire, leur composition, elles sortent de ta tête à toi? C'est toi qui crée les recettes? Au début, oui, beaucoup de recettes qui sont actuelles et qui sont présentes, qui n'ont pas changé, étaient les miennes. Évidemment, j'ai toute une équipe qui m'aide aussi, à qui je demande aussi des idées de recettes, parce que maintenant, ils sont quand même aussi des chocolatiers accomplis, je dois leur faire confiance, ils ont des idées. Donc parfois, je leur demande juste, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour cette année? Il y a des idées qui fusent par-ci par-là et puis on se met ensemble. On a quand même une équipe, c'est pas une vraie équipe R&D, mais c'est une équipe quand même de recherche et puis voilà, on s'assied ensemble, on goûte tous ensemble et puis on choisit parmi les recettes qui ont été faites, celles qu'on va proposer aux clients. Mais il y a, je pense, les 3 cas qui restent quand même les recettes que j'ai faites quand j'ai commencé. Au niveau justement des produits, il n'y a pas que le cacao sur lequel tu portes un intérêt. Tu fais attention à ce que tous les produits aient une petite histoire équitable derrière. Oui, effectivement, il n'y a pas que le cacao, il y a aussi tous les autres produits qu'on utilise. Il peut y avoir la matière première comme les noix ou les noisettes ou le sucre. On a eu le privilège, par exemple, de faire vraiment des associations, même parfois avec du rhum qui était du rhum local, ou parfois même avec du miel qui était du miel local, ou avec des noisettes, et ainsi de suite. Donc, on essaie toujours d'avoir des partenariats pour avoir vraiment le terroir wallon qui s'intègre vraiment au terroir camerounais, en fait. Quand Sigogie a commencé à prendre un petit peu, à se développer, toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu t'es dit que tu avais raison de suivre au final cette petite voix au fond de toi qui t'a toujours tiré vers le cacao? Oui, je pense que si c'était à refaire, je ferais toujours la même chose. Je ne sais pas où Sigogi va m'amener, mais jusqu'à présent, je me dis oui, j'ai raison et je continue à dire que j'ai 10 000 fois raison de continuer à faire ce que je fais parce que si j'arrive ne serait-ce qu'à impacter différemment le monde du chocolat, je pense que j'aurais déjà gagné quelque chose. Tu sais si tu as peut-être inspiré d'autres chocolatiers? Je pense que j'ai inspiré pas mal de chocolatiers camerounais. J'ai sûrement inspiré pas mal d'autres femmes. Je ne compte pas lesquelles, mais j'espère que oui.
Mhm. Est-ce que tu penses que tu inspires aussi tes enfants qui suivent un petit peu l'histoire de Sigogie depuis le début? Eux, ils baignent dedans depuis le début. L'avenir me dira si je... Mais en tout cas, je sais qu'ils sont fiers de leur maman. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Après, est-ce qu'ils suivront mes pas? Ça, c'est une autre chose. Mais je pense que oui. Euh, je- J'ai des enfants qui, par la force des choses, ont suivi le chocolat. Ils vivent dedans, ils baignent dedans. Je pense même que le chocolat a volé, et je dis toujours, peut-être une partie de leur enfance. Ils n'avaient que 2 ans et 1 an quand j'ai commencé. Donc, ils ont... Et chaque fois qu'ils me disent, maman, maintenant c'est plus possible. À l'époque, quand ils me disaient, maman, on veut une petite sœur, je dis, désolé, mais vous avez déjà une chocolaterie. C'est un peu comme votre petite sœur. Donc, il y a aussi ce petit côté-là. Je pense qu'ils ont toujours connu leur maman en tant que chocolatier. Ils ne m'ont pas connu, eux, en tant que traductrice ou prof. Donc, ils m'ont toujours connu en tant que chocolatier. Et j'espère qu'en tout cas, je leur inspire quelque chose. Mais même s'ils ne suivent pas ma voie, je pense que j'espère ils seront heureux, peu importe leur voie. Alors aujourd'hui, on l'a dit en début de podcast, Sigogie, c'est 4 magasins, Mhm. un atelier. Il y a plusieurs ateliers? Non, en atelier, on fabrique tout ici à Rochefort. Un atelier à Rochefort. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se développe à ce point-là? C'était mon souhait parce que mon vœu le plus cher était, je dis, moi, j'ai pas mangé du chocolat quand j'étais petite. J'espère que, ne serait-ce que si je me limite à la Belgique, j'espère qu'une grande majorité de petites filles et de petits garçons mangeront du sigogi. Donc, mon vœu le plus cher était justement de conquérir déjà, premièrement, la Wallonie, et ensuite Bruxelles, et ensuite la Flandre. Voilà, ce sera étape par étape, mais il faut que la plupart des gens mangent du sigogi. Est-ce que tu envisages peut-être d'agrandir ton atelier si finalement toute la Belgique se met à manger du Sigogie? On a de la chance d'être à Rochefort et d'être dans le zoning où on a assez de place. Donc, il y a assez de place pour agrandir. Il n'y a aucun souci. Donc, oui, si tout le monde se met à manger du chocolat, enfin, je ne dis pas tout le monde, mais si j'arrive à en avoir ne serait-ce que 5%, si j'ai 5% de la Belgique, ce serait déjà pas mal. Et si j'arrive à avoir ces 5% de la Belgique, je pense que oui, il y a de la place pour agrandir l'atelier. Donc, voilà. Alors, au cours de ces années de développement de la marque, tu as reçu de nombreuses distinctions, Mhm, que ce soit au Salon du Chocolat ou même une distinction au Go et Mio. mhm. Je suppose que ça a été un peu une consécration pour toi, cette récompense. Oui, parce que c'est toujours bien d'avoir une reconnaissance parce que ça nous démontre ou ça nous apporte vraiment un certain confort, ça nous reconforte plutôt et puis on se dit on a bien fait de choisir cette voie. Parce que il faut toujours féliciter on dit qu'il faut toujours, je n'arrive pas à retomber sur l'expression, encourager des choses qui arrivent. C'est-à-dire, il faut toujours festoyer. Et Mhm. ça, recevoir des récompenses, ça nous permet aussi de se dire, ah oui, ça nous booste, on a envie d'avancer, de continuer dans la même voie. Ça veut dire qu'il y a quand même une reconnaissance de ce qu'on fait, de notre travail, de tout ce qu'on a mis en place pour y arriver. Et cette reconnaissance-là, tout être humain en a besoin. Et Cette reconnaissance, elle t'a reboosté ou bien elle a juste validé et tu as continué sur la lignée dans laquelle tu étais déjà, ou bien est-ce qu'elle a permis peut-être de lancer des projets via Sigogie? oui, déjà, le Go des milieux, enfin, quand j'ai eu, par exemple, les premiers prix, ça a toujours fait en sorte que Sigogi grandisse, en fait, de là où j'étais, puisque j'ai commencé chez moi à Chaltin, comme tu l'as dit tantôt, mais de Chaltin, je suis arrivée à Ciné. Le premier prix a fait en sorte que j'arrive à Ciné, dans mon atelier, mon petit atelier qui faisait 350 mètres carrés et tout, alors que je partais d'un atelier qui faisait 100 mètres carrés, je suis allée à un atelier qui faisait 350 mètres carrés. Ensuite, il y a eu pas mal d'autres récompenses, mais avec le Go des milieux, c'était un peu chaud, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le 24 et le 31 décembre, je n'avais plus rien à vendre. Mhm. Tellement les gens se bousculaient pour venir chercher ces chocolats-là qui avaient été primés. Et il a fallu que les voisins viennent m'aider le soir et tout pour pouvoir produire quelque chose. Tout le monde s'y est mis, la plupart des Chaltinois, en tout cas, qui étaient tout autour de moi, m'ont aidé justement. Et à un moment donné, ça devenait
trop petit. Oui. Donc, il a fallu. Et souvent, les prix aussi, il y a aussi cet impact qui peut être aussi négatif. Parce que si on n'a pas les épaules assez larges que pour les pieds sur terre, on peut aussi se laisser embarquer, se dire, oh là là, comment je fais mes investissements. Soit je fais de très, très, très gros investissements et puis après, je n'arrive pas justement à trouver les moyens de les écouler. Ou alors, j'y vais étape par étape. Et ça, c'est la voie que nous avons choisie. C'est vraiment d'aller étape par étape. C'est pour ça que je disais plutôt, car Rochefort, on a de la place pour agrandir, pour faire, construire autant qu'on veut, mais on l'a quand même fait de façon vraiment un peu plus appropriée, un peu plus canalisée en fait. Comment est-ce que tu arrives à jauger quand Sigogie est prêt à passer à l'étape suivante? Alors, je ne dirais pas que c'est l'instant, mais c'est aussi par rapport au marché. Moi, je dis toujours, et ça, c'est l'objectif que je mets toujours. Voilà, si j'ai un marché, je fais un investissement. Peut-être c'est pas la méthode à avoir, je n'en sais rien, mais c'est comme ça que je réagis. Et je n'aime pas, j'aime quand même avoir un sommeil tranquille, même si l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Je prends des risques, mais j'essaie quand même de prendre des risques calculés. C'est aujourd'hui, Sigogie exporte un petit peu. Tu as certains marchés avec lesquels tu es déjà à l'aise et certains marchés que tu vises? Nous exportons, mais ce que nous avons choisi aussi, au lieu d'avoir pas mal de magasins, c'est de nous retrouver aussi dans la grande distribution, mais surtout parce que dans la grande distribution, on trouve maintenant le côté producteurs locaux, donc au rayon producteurs locaux. Donc on est aussi pas mal dans la grande distribution, le Carrefour, Intermarché, Delhaize. Donc c'est déjà le premier pas qu'on a fait, c'est de se retrouver dans cette grande distribution-là pour leur proposer peut-être des produits qu'on retrouve différemment dans nos magasins, mais ce sont des produits un peu plus durables qui viennent un peu concurrencer ce qu'on connaissait avant comme les bâtons et qu'on peut retrouver un peu partout et qui ont une durée de vie un peu plus longue. Et c'est avec ces produits-là qu'on espère vraiment aller à l'export, que ce soit en France, ou, aux États-Unis, ou au Maroc, ou en Asie, peu importe. On en parlait tu l'as évoqué en début de podcast. Le prix du chocolat, il n'a cessé d'augmenter ici ces dernières années. Ça témoigne d'une meilleure rémunération des producteurs. Comment est-ce que tout ça fonctionne? En fait, ça témoigne d'une meilleure rémunération des producteurs, oui, mais ce n'est pas le chocolatier qui l'a décidé. Ce sont les événements qui l'ont décidé, c'est-à-dire qu'étant donné que les deux gros producteurs comme le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu trois fois successivement de mauvaises saisons, c'est juste une question d'offre et de la demande. Cette fois, pour le moment, la demande est trop forte par rapport à l'offre, du coup, le prix augmente. Je vais dire la météo au Cameroun, elle est restée suffisamment stable? La météo au Cameroun est restée suffisamment stable. La différence entre le Cameroun, le Ghana et et le Ghana, c'est que ce sont encore des petits coopérateurs, ce sont des petits producteurs et qui sont encore indépendants. Le gouvernement ne régule rien du tout. Et le marché est encore libre. Donc, c'est pour ça que le Cameroun, pour le moment, s'en sort parce qu'il n'y a pas vraiment cette régulation-là qui se fait par l'État qui décide par exemple du prix du cacao, même si le prix est élevé à l'extérieur, l'État régule en Côte d'Ivoire tout comme au Ghana. Au Cameroun, non. Est-ce que justement les changements climatiques, c'est quelque chose qui te fait peur, toi, pour les producteurs camerounais? Ah oui, tout à fait. Les changements climatiques, que ce soit les producteurs camerounais aussi, mais je pense que le changement climatique, c'est quelque chose qui fait très, très peur. Et c'est sur ça que j'essaie toujours de faire en sorte qu'ils aient une prise de conscience. Et d'ailleurs, de toute façon, avec les normes, et aussi ici, je fais pareil, parce qu'il y a les normes sur la déforestation, par exemple, que nous devons tous respecter, qui ont été mises en place. Et moi, je conscientise toujours, lorsque j'assiste au forum et autres, je le dis toujours, avant d'instaurer des normes, il faut que les deux partenaires se mettent ensemble et comprennent justement les relations et surtout les enjeux. D'un côté, on a des normes qui ont été fixées par la Commission européenne, mais par peut-être des experts qui n'ont jamais été sur place, qui ne connaissent pas le terrain. Et je trouve que ces normes sont exagérées. De l'autre côté, on a des cacaoculteurs qui doivent appliquer ces normes, mais qui ne les comprennent pas. Et qui ne comprennent pas l'enjeu et pourquoi.
Parce que si on parle de déforestation, on dit qu'il ne faut pas déforester. Un cacao ne peut pas être cultivé si on ne coupe pas un autre arbre à côté. Parce que cet arbre-là peut être aussi très, 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 très néfaste pour le cacao. Donc, il faut peut-être limiter, c'est ce que je leur dis toujours, faut pas, le but, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas déforester, il faut compter. Il faut dire, OK, vous devez couper tel nombre, mais en retour, planter tel arbre qui peut supporter le cacao. D'accord. Bon, ça, ce sont des enjeux. Je ne fais pas partie de la Commission européenne, je ne suis pas non plus celle qui décide. Ouais. Donc, voilà. Peut-être au niveau du climat, qu'est-ce qui a changé ces dernières années au Cameroun ? Au niveau du climat, c'est que le Cameroun a encore ce privilège qu'il y a encore pas mal d'espaces qui ne sont pas cultivés. Mais dans les grandes villes, quand même, on voit qu'il y a de fortes pluies et qui sont toujours là, qu'on n'arrive pas à réguler l'eau qui passe et tout. Mais dans les plantations, malheureusement pour eux, il y a encore pas mal d'espaces qui ne sont pas touchés, donc ça va. Mm-hmm. Alors, on va peut-être revenir à Sigogie, on revient ici en Belgique. Tout ce parcours, ce développement entrepreneurial, tu l'as fait toute seule avec ton mari. Est-ce que tu as été accompagnée pour développer tout ça ou tu as vraiment suivi ton instinct ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une structure qui t'a aidé à développer tout ça ? Plus tard, oui, mais non, j'ai suivi mon instinct. Je pense qu'on est entrepreneur dans l'âme ou on ne l'est pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas céder à quelqu'un. On est entrepreneur dans l'âme ou on ne l'est pas. Et moi, je pense que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je ne l'ai jamais senti autrement, même si je travaille pour des organisations. Quand j'ai créé la société, effectivement, j'avouerais que faire un plan financier, des choses comme ça, tout ce qui est administratif, il faut effectivement trouver de l'aide. Et effectivement, j'ai demandé de l'aide aux organismes qui sont présents ici en Belgique, qui ont, par exemple, l'UCM qui a rédigé le plan financier, des choses comme ça, et pour que la banque accepte de nous faire un prêt. Donc oui. Mais sur comment entreprendre, non, pas du tout. Mm-hmm. Parce qu'il y avait tout ce côté création d'entreprise et tout ce côté aussi création de la coopérative au Cameroun, etc. Tu as été vraiment sur plusieurs fronts en même temps. Oui, sur plusieurs fronts en même temps, mais pour la coopérative au Cameroun, comme il y en avait déjà qui existaient, il a fallu juste convaincre les cacaoculteurs de se joindre à notre coopérative et trouver des bons partenaires. Et mettre tout en place. Bon, créer une coopérative, c'est beaucoup plus facile que de créer une entreprise parce que ce ne sont pas les mêmes conditions et charges financières sont un peu différentes. En tant qu'entrepreneur, on est seul à porter toute la charge. Alors le mot coopérative dit bien, on est ensemble pour porter la même charge. Donc ça, c'était les deux différences. Donc au Cameroun, c'était un peu plus facile. Ici, je savais que j'avais, mon mari et moi en tout cas, on avait un gros risque qui ne reposait que sur nos deux épaules. Oui. Alors, tu t'es lancée donc, en tant que femme entrepreneur. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à d'autres femmes qui ont un projet un peu aussi fou que le tien et qui veulent se lancer et qui peut-être n'ont pas les outils ou n'ont pas, comme tu dis, cette fibre entrepreneuriale, mais qui ont quand même une bonne idée? Je dirais qu'il faut avoir l'audace de se lancer. Il y a une chanson qui dit qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets parce que entreprendre, pour moi, c'est une aventure. Je le vis vraiment comme ça, parce que c'est une aventure. Et il faut avoir de l'audace pour se lancer. Et il faut de l'amour pour continuer. Et il faut vivre cela. Moi, je dis, je ne sais pas où cela va me mener, mais je découvre de jour en jour. Je prends des décisions étape par étape et je le vis comme une aventure. Il faut le vivre comme ça. Mmh. On l'a dit, donc entrepreneuse, maman. Oui. Est-ce que tu arrives à côté de tout ça à être encore Euphrasie, femme? J'essaie en tout cas. Je pense que Euphrasie n'existerait pas sans Sigogie, sans mes enfants. Je pense que ce sont eux qui font en sorte que je sois la femme que je suis aujourd'hui, bien accomplie. Je pense que si on me retire Sigogie, j'aurais une partie de moi qui ne serait pas là. Si je n'ai pas mes enfants, j'aurais une partie de moi dont je ne serais pas une femme complète. Enfin, je ne serais pas une Euphrasie complète. Je serais peut-être alors encore cette petite fille qui est en devenir.
Justement, cette petite fille, qu'est-ce qu'elle penserait de la Euphrasie d'aujourd'hui? Voilà, comme tu disais, tu jouais avec les fèves de cacao. Aujourd'hui, c'est ton business, c'est bien plus que ça. Il y a eu vraiment du chemin parcouru entre les deux. Ben, je pense qu'elle lui dirait merci, merci de lui avoir apporté une vision, merci d'avoir fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, et merci de l'avoir accompagnée. Mhm. Tu retournes parfois au Cameroun pour d'autres choses que le chocolat? Ah ben j'en reviens, hein. J'en reviens. Donc j'ai fait le Cameroun et ensuite la Chine. Oui, je retourne au Cameroun. J'ai ce besoin-là, cette nécessité-là, mais aussi pour inspirer d'autres jeunes, justement, que ce soit de jeunes filles ou de jeunes garçons à se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu accompagnes des jeunes là-bas au Cameroun? Ah oui, tout à fait. Sur quel genre de projet? Sur des projets entrepreneuriaux, sur des projets justement des jeunes chocolatiers qui se lancent ou des cacaoculteurs qui ont... Et des chocolatiers qui se lancent au Cameroun alors? Oh oui, tout à fait, Okay. tout à fait, oui. Maintenant, on arrive quand même à avoir des chocolatiers qui se lancent, qui transforment sur place. Donc, là, c'est du circuit court. Oui, je leur apporte cette expertise-là. Et aussi pour des femmes qui se lancent, voilà, pour l'entrepreneuriat en général, parce que je pense que c'est, en tout cas, je parle pour le Cameroun, mais ça vaut aussi pour l'Afrique. Il faut de l'entrepreneuriat pour qu'il y ait de la création d'emplois. Est-ce que tu as encore aujourd'hui un rêve peut-être que tu n'as pas encore accompli? Un rêve que je n'ai pas encore accompli. Oh, c'est de beaucoup voyager. Donc, il y a des pays que j'aimerais visiter, que je n'ai pas encore visités. Au-delà de ça, mon rêve j'aimerais, que je suis en train de suivre d'ailleurs, j'espère qu'un jour, Sigoji sera mangé, vraiment dégusté aux États-Unis, en Asie, un peu partout dans le monde. Que ce soit une marque reconnue mondialement. Exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait, enfin, je veux dire, quelle est la prochaine étape pour toi pour arriver à grappiller tout doucement vers ce rêve? Bien se battre pour aller à l'Expo. C'est pour ça qu'il faut aller visiter les autres pays. C'est pour ça que je reviens de la Chine et que j'espère j'irai aux États-Unis. Et puis on verra bien, en disant oui à toutes les opportunités qui se présentent, que je trouverai peut-être une opportunité qui m'emmènera aussi à l'Expo comme il faut. Comment est-ce que ça se passe quand on démarche comme ça? Là, tu dis que tu reviens de la Chine. Comment ça se passe? Tu arrives avec des petites boîtes de chocolat et tu fais goûter? Oui, j'assiste à des forums, j'assiste à des salons et je fais goûter les produits. J'étais aussi à Cologne, en Allemagne, et j'ai fait pas mal d'autres salons aussi en Europe, et j'ai fait celui d'Asie là maintenant. Bon, ce sont des salons et on fait goûter les produits. On espère trouver des agents ou des partenaires qui vont faire en sorte qui vont croire en notre vision, qui vont croire en notre produit et qui vont se dire ok, c'est un produit que je peux moi aussi commercialiser, tout simplement. Oui, donc tu es à la production dans les magasins, tu es au Cameroun, tu es en train de démarcher à l'export, tu n'arrêtes jamais. Je n'arrête jamais. Même si j'ai beaucoup d'aide, il y a des choses que je ne fais pas non plus. C'est pour ça qu'il faut compter sur une très 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 bonne équipe, et c'est pour ça que la mienne elle est là aussi pendant que je ne suis pas là. On dit parfois aussi que ça, c'est le CEO de Lego qui avait dit ça, le leadership parfois c'est de ne pas être présent. Et c'est comme ça qu'on sait si on a vraiment une vision qui est vraiment acceptée par toute l'équipe. Quand je ne suis pas là, la production continue quand même. Et avec la même vision. Donc voilà, sans cette équipe-là, je ne me permettrais pas d'aller aussi ailleurs. Et j'ai aussi une très bonne équipe commerciale. Vous êtes combien aujourd'hui chez Sigoji? 15. 15 ouais. Toutes fonctions confondues? Toutes fonctions confondues, oui. Donc tu es parti de 1 à 15 oui. Sur combien de temps? 10 ans quand même. Une personne par année, plus ou moins. Cette année, Sigoji fête ses 10 ans. Non, on a fêté nos 10 ans l'année passée, donc nous entamons notre 11e année. Là. D'accord. Oui. J'ai créé Sigoji en 2014 et on est en 2025. Donc 2024, c'était nos 10 ans. Mm-hmm. Alors, on va continuer ce podcast avec quelques petites questions un peu différentes. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui? Que ça concerne le professionnel ou pas que? Oui, il y a des choses qui me font peur. Je vais déjà prendre juste le cas de la Belgique. Je ne sais pas où on va sur le plan politique, puisque voilà, ça dépend aussi de notre vision, de l'entrepreneuriat en Belgique, et ça me fait peur.
Quand j'entends le nombre de faillites tout autour, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on doit investir? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Oui, ça fait peur. L'avenir, en tout cas, elle est très, très incertain ici en Belgique, mais elle est aussi dans le monde entier. Quand on entend tout ce on entend autour de nous, on se demande, et moi j'ai des enfants qui ont 14 et 11 ans, je me dis quel monde va-t-on leur laisser et quel sera leur avenir? Et en tant que maman, je m'inquiète pour eux aussi. Pour toi, la situation de la Belgique aujourd'hui n'est pas stable? Non, elle n'est pas stable, elle n'est pas claire. Donc, quand il n'y a pas de clarté, nous, entrepreneurs, et je pense que c'est pour tout le monde, il n'y a pas non plus, on ne sait pas où on doit aller, on a peur d'investir parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et on se retient aussi. Donc, tant qu'on n'a pas une vision claire. Oui, c'est pour ça que tu disais aussi que vous fonctionnez chez Sigogie par étapes. Pour Exactement. Valider une étape et être sûr qu'elle soit... qu'elle est certaine avant de foncer, parce que sinon on foncerait, on se retrouverait aujourd'hui avec parfois des marchés qui sont bloqués parce que, étant donné que les autres pays ne nous font pas confiance, puisqu'on n'a pas une situation politique assez stable, c'est un peu compliqué. On est aussi un pays où le coût salarial est fort élevé, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment concurrentiels par rapport à l'étranger. Oui. Sur une note peut-être un peu plus positive, qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime et te rend heureuse au quotidien? Mais tout ça, en fait, je suis une personne qui, je pense que j'aime bien les obstacles. Et chaque fois que je gagne quelque chose, parce que je franchis une étape, ben, je suis contente. Ça me booste encore plus. Je pense que dans ma vie, chaque fois qu'on m'a dit toujours tu n'y arriveras pas, j'y arrive parce que j'aime bien ces défis-là, ces challenges-là. Donc, le fait qu'il y ait ces obstacles, même si quand tu m'as parlé de notes négatives et tout, je dis toujours qu'il faut savoir transformer les pépins en pépites. C'est peut-être un obstacle qui est là, mais justement, mon objectif à moi, c'est de trouver le moyen de le contourner et d'y arriver. Donc, c'est ce qui m'anime aussi, c'est de savoir que j'ai quelque chose à faire et je dois le faire et je dois le transformer en opportunité. Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi quand ils seront plus âgés? Qu'ils ont la super maman, ça c'est sûr. La meilleure maman du monde. La meilleure maman du monde, je pense. Et je pense qu'ils le pensent déjà. Donc après, peut-être qu'ils me le disent parfois juste pour me faire plaisir. Hein, mais bon, j'espère que c'est ce qu'ils le pensent vraiment. Et qu'est-ce que tu aimerais que tes amis disent de toi? Que mes amis disent de moi. Que je suis une amie fidèle, que je compte mes amis sur les 5 doigts de la main. Je pense que je n'ai pas eu non plus le temps, et peut-être la chocolaterie m'a volé aussi pas mal de temps d'amitié et tout. J'ai mes amis que j'ai depuis l'école qui sont là, ou depuis mon travail à la commission qui sont là, mais je ne m'en suis pas fait beaucoup d'autres après. Donc, j'ai toujours été... T'as un petit réseau qui t'est cher. Oui, j'ai un petit réseau, des amis vraiment qui m'est cher, mais j'ai aussi ce privilège-là de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs qui sont aussi mes amis, qui sont aussi mes grands-parents, mes parents. On est là pour se soutenir, parce que je dis toujours que quand on est dans un bateau ou quand on a sa propre pirogue, on rame, on a l'impression qu'on rame tout seul, mais on est tous ensemble en train de ramer de la même façon. Et quand on rame tous ensemble, je pense qu'on va de l'avant. Donc j'ai quand même ce petit réseau d'entrepreneurs avec moi qui fait en sorte que je puisse continuer à ramer. Justement, je pense qu'on l'a compris tout au long de ton histoire que tu viens de raconter. La famille, pour toi, elle a une place centrale dans ta vie. Ah oui, sans mes enfants, sans ma famille, sans mon mari. De toute façon, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais je pense que derrière une grande femme, il y a un grand homme. Je ne serais pas là si mon mari n'avait pas fait autant de sacrifices et s'il n'avait pas tout canalisé non plus. Donc, c'est sans ma famille, sans mon mari, sans mes enfants. Et si mes enfants n'avaient pas non plus accepté que je fasse ce que je fais pendant que je ne suis pas là, ils se sont quand même pris très, 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 très tôt et très jeunes en main, alors qu'ils n'ont que 14 et 11 ans maintenant. Et depuis l'âge de 2 ans, ils ont appris à être un peu plus indépendants. Ils ont contribué, ils étaient là pendant les vacances à aider à mettre des petits pralines en sachet. Non, ils ont toujours été présents. Donc, ils font partie de Sigogie, tout comme moi. Ça veut dire quoi pour toi, réussir sa vie?
Mais réussir sa vie, c'est vraiment réussir. C'est pas ni une réussite financière, non, c'est être serein, c'est savoir être aligné avec soi-même, je dirais. Savoir que ce qu'on fait, c'est vraiment en accord avec soi-même, qu'on n'a pas de regrets. Moi, c'est ça. Peu importe que, voilà, peut-être que Sigogie un jour se plante ou peu importe, mais je sais que je suis en accord avec ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui me permet de dormir. Si je ne suis pas en accord, alors là, c'est compliqué. Est-ce que tu as un livre, un film, une musique à conseiller et qui toi, t'inspire et qui pourrait inspirer les auditeurs du podcast ? Ah ouais, je sais pas, moi, j'ai beaucoup de livres. Alors, moi, j'ai beaucoup lu. Déjà, quand j'ai commencé Sigogie, j'ai été inspirée par un homme en particulier. Moi, il y a quand même une coïncidence. Barack Obama a été président des États-Unis entre 2000, si je ne me trompe, entre 2014 et non, pas du tout, bien avant même, 2014. Mais ça m'a inspiré beaucoup parce que je me suis dit, s'il est arrivé à faire cette prouesse-là, à devenir président des États-Unis en tant qu'homme métis aux États-Unis, qu'est-ce que ce serait entreprendre pour une jeune fille comme moi, une femme, une noire, une femme de couleur, plutôt je mettrais ça comme ça, une femme de couleur, il n'y a pas beaucoup de risques. Mm-hmm. Il avait beaucoup plus de risques que moi. Donc ça m'a beaucoup inspiré. J'ai lu son livre, The Audacity of Hope, dans l'audace d'espérer. L'audace d'espérer se lancer, d'espérer en quelque chose. Mais je lis beaucoup les livres de Maud Anqua, qui est une jeune femme qui écrit très bien, qui sont des livres qui me permettent de me rééquilibrer. Un livre comme Respire, c'est un livre qui me suit toujours, mais je garde toujours dans le coin de ma tête le poème de Nelson Mandela, qui dit toujours que je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et ça, c'est quelque chose qui t'inspire et qui reste. Reste. C'est une phrase qui marque et qui motive, qui inspire. Ouais. Eh bien, on est arrivé à la fin de cet échange. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Je pense que je me suis beaucoup plu, surtout. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'être revenu sur tout ce parcours qui, moi, personnellement, m'inspire et qui, j'espère, inspirera nos auditeurs. J'espère en tout cas. J'espère que cet épisode aura fait vibrer cette lumière fauve qui sommeille en toi. Si cette histoire t'a plu, aime-la, partage-la et fais-la rayonner autour de toi. Retrouve-nous sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de Matélé. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter ou que tu connais une lueur fauve dont l'histoire mérite d'être partagée, écris-nous à lueurfauve@matélé.be.